Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre un peu d'énergie qui vous reste en fin de journée pour assister à cette dernière conférence de la journée. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Racoutz. Je suis le directeur développement durable de TIPA. On est une société qui produisons et fournissons des emballages compostables. Et l'idée de cette fin d'après-midi, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure les engagements et les objectifs de développement durable peuvent être atteints avec des technologies qui sont un peu innovantes et qui changent de ce que vous avez l'habitude de trouver, en l'occurrence des technologies d'emballage compostable. Alors, on va partir d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, le plastique est partout. On est dans un monde plastifié. Il suffit de se balader dans les rayons d'un hypermarché, il suffit de se balader dans les rayons d'un Natexpo pour même voir que les marques les plus engagées utilisent massivement du plastique. C'est une réalité, c'est la conséquence des formidables propriétés de cette matière, abondante, pas chère, beaucoup de bonne qualité, contact alimentaire, légèreté, transparence. On peut en faire ce qu'on veut, on peut l'imprimer. Et donc, résultat, le plastique est omniprésent dans nos vies depuis maintenant 50 ans. Le constat est là. Quel est le problème en fait? Quel est le problème du plastique? Rien, si ce n'est qu'il est là pour des centaines d'années. Le problème du plastique, ce n'est pas le temps qu'il soit en plastique, ce n'est pas tant la matière en elle-même, c'est l'incapacité que nous avons collectivement à pouvoir anticiper et à pouvoir avoir pu penser sa fin de vie au moment où on la produisait de façon très massive. Et la conséquence que ça a, c'est que la diversité des plastiques, la consommation massive, pose des problèmes énormes de pollution en fin de vie. Et effectivement, je pense qu'il y a un consensus. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des articles ou des sujets sur le drame des plastiques, la pollution des plastiques et la présence de micros et de nanoparticules. Si on regarde précisément ce qui se passe en France, la réalité de la fin de vie des plastiques, c'est qu'il y a 30% des plastiques qui sont réellement recyclés. D'accord ? La moitié est incinérée et un petit 20% est enfoui en décharge. Mais derrière ce recyclage de 30%, ce qu'il faut bien voir, et ce qu'il faut bien percevoir, c'est la diversité des plastiques. On a tendance à parler du plastique, et la réalité, c'est qu'il faut parler des plastiques, dans leur diversité de résine, dans leur diversité de matière, dans leur diversité de composition. Ce qui rend très difficile la capacité à bien les isoler, à bien les trier et à bien les recycler. Et derrière ces 30% de plastique, de taux de recyclage en général, se cachent des réalités très différentes. Ce qui marche plutôt bien dans le recyclage, c'est le recyclage des contenants rigides. Donc les flacons, les bouteilles en plastique, le PET ou le polyéthylène haute densité. Ça, la matière est abondante, elle est de qualité, on arrive à bien lui donner une fin de vie intéressante. Mais pour tous les autres plastiques, et notamment les souples, les petits emballages souples que vous avez partout dans vos vies, dans vos salles de bain, dans vos cuisines, ça, la réalité est tout autre. Et le taux réel de recyclage est autour de 10-11%, c'est-à-dire très, 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 très faible. L'explication, elle est à la fois simple et complexe, c'est que ces emballages souples, ils sont premièrement des fois multicouches pour apporter des propriétés barrières. Il faut pouvoir préserver le contenant de l'humidité, de l'oxydation. Donc on a différentes couches qui ne répondent pas toutes ensemble aux mêmes températures de fusion. Donc c'est très difficile à les séparer. On a aussi ces emballages qui sont très fins, qui sont très volatiles, donc qui n'apportent pas énormément de matière en tant que telle, donc qui offrent une viabilité économique assez limitée. On ne peut pas en faire grand-chose. C'est une matière qui aussi, dans les emballages alimentaires, reste souillée de fractions organiques, qui rend très difficile la réintégration de la matière dans les sites et dans les techniques de réutilisation de la matière. Donc le résultat, c'est que ces constats-là, c'est que l'emballage flexible, aujourd'hui, a très peu de perspectives. Très peu de perspectives, et pourtant, on nous en promet. On nous en promet de belles, on nous en promet des super, on promet des choses qui vont révolutionner la façon de gérer la fin de vie. Et c'est là où, effectivement, il faut à la fois être, bien sûr, porteur d'espoir, mais il ne faut pas trop croire à des illusions. Les illusions, c'est un petit peu le côté le recyclage à l'infini va exister. Le recyclage chimique sera la réponse absolue à tous les problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu, la boîte de Pandore, c'est un petit peu l'image d'Aladin. C'est faites 3 vœux et puis je vais les réaliser. Ça n'engage que celui qui y croit.
Il y a des limites techniques, il y a des grosses questions qui ne sont pas résolues aujourd'hui. On annonce des investissements, mais on ne connaît pas le coût environnemental, on ne connaît pas la technique, on ne connaît pas le coût économique de ces différents types de recyclage. Ce qu'il faut permettre d'envisager, c'est d'essayer de raisonner en dehors du simple recyclage de la matière telle qu'on l'utilise. Comment on peut penser différemment, en complément de ce qui marche, et d'appuyer là où ça marche, mais de faire le constat simple que tout ne peut pas être traité de façon simple et uniforme par le seul recyclage du plastique classique, et qu'il faut pouvoir envisager d'autres types de traitements en fin de vie qui viennent s'additionner, qui soient complémentaires, plutôt que de s'opposer. On n'oppose pas les techniques. Le constat est suffisamment dramatique et suffisamment partagé et suffisamment grave pour qu'on puisse, ensemble, additionner les solutions pour permettre d'atteindre des objectifs ambitieux de 100% de plastique recyclé d'ici 2025, des targets très ambitieuses au niveau européen pour 2030. Voilà. On y sera, et quand on sera au pied du mur, on constatera toutes les limites du recyclage et tout le gap qui reste pour pouvoir réellement avoir l'ambition de traiter 100% des emballages post-consumer de façon vertueuse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir être inspiré par autre chose. Et nous, chez TIPA, ce qui nous inspire, c'est la nature. Ça a été l'origine de la création de TIPA en 2012. Quand Daphna Nissenbaum a créé TIPA, elle s'est dit, finalement, quel est le meilleur exemple d'emballage que celui que nous propose la nature, à l'image de cet orange, qui a la capacité de protéger son fruit de façon efficace pendant la durée de protection nécessaire à sa consommation, et qui propose un certain nombre d'informations, un code couleur qui renseigne sur ce que c'est à l'intérieur, sur la nature du fruit, mais qui, une fois qu'elle a proposé sa protection naturelle, a la capacité, tout comme le fruit à l'intérieur, de se décomposer de façon naturelle, comme la matière organique, sans laisser d'impact négatif dans l'environnement. C'est ça l'inspiration qu'on a, c'est de se dire comment on peut remplir des vraies fonctionnalités d'emballage, être aussi performant que l'emballage plastique. Et là, effectivement, le challenge est de taille, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'emballage plastique, c'est quand même assez fantastique dans sa capacité à répondre à tous les challenges. Mais pour autant, il est de notre responsabilité d'anticiper et de prévoir dès la conception la fin de vie, ce qui a été totalement oublié dans le plastique. On a produit du plastique à l'appel, et ça répondait tellement, et ça solutionnait tellement de choses de façon peu chère, de façon magique, que personne, collectivement, j'en fais partie, s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que ça devient après? On verra, ça sera plus ou moins collecté, ça sera plus ou moins recyclé. On nous fait croire que l'économie circulaire, c'est l'économie de la collecte. Le bac jaune, on pense faire son acte de citoyen quand on pose son emballage plastique dans le bac jaune. Le bac jaune, c'est un bac de collecte. Ça contribue, et c'est nécessaire, évidemment, au recyclage. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas imaginer que le bac jaune, c'est un bac magique dans lequel, en fait, tout ce qu'on va mettre dedans va être magiquement recyclé. D'accord ? Il suffit de visiter un centre de tri. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais faites-le à proximité de chez vous pour se rendre compte de ce qui est réellement traité et de ce qui n'est pas traité. D'accord ? Donc, évidemment, il faut trier. Plus on va trier, plus ça va encourager. Mais il faut être aussi réaliste. Et le tri ne veut pas dire traitement. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il faut inventer des nouvelles solutions complémentaires pour pouvoir atteindre et combler des lacunes qui sont aujourd'hui très fortement présentes. Nous, ce qu'on apporte, c'est de se dire, notre vision, notre proposition de valeur, c'est de se dire, on va garder le meilleur du plastique, toutes ses bonnes capacités, toutes ses bonnes propriétés, la légèreté, la transparence, le contact alimentaire, la capacité à être passé dans n'importe quelle machine, conditionnée, en vertical, en horizontal, imprimé, contact alimentaire. Et pour autant, donc, on va copier à fond le plastique dans toute sa capacité et dans toute son utilisation aussi de chaîne de valeur. On va utiliser les mêmes machines, mais pour autant, on va être en totale rupture au moment de sa fin de vie. Et on va proposer les mêmes capacités en ayant la faculté de se biodégrader comme de la matière organique en conditions de compostage. Et en conditions de compostage domestique, qui est la plus exigeante et qui est la plus accessible au plus grand nombre. Donc c'est ça l'idée, c'est ça la proposition. Donc comment on y arrive? En fait, on a des granules
qu'on va extruder et ensuite on va pouvoir proposer différentes solutions d'emballage, soit des bobines, soit pour des fabricants, des professionnels de l'emballage, soit des bobines pour vos propres machines, si vous êtes équipé de machines d'ensachage verticale, horizontale, soit des produits finis, comme ces deuil packs qu'on va vous livrer directement préformés et que vous allez pouvoir remplir de façon mécanique ou semi-manuelle. Donc c'est ça le business model, pour qu'ensuite, cet emballage-là, mis dans des conditions de compostage, avec des biodéchets, participe au dosage nécessaire d'un compost de qualité, qui est un dosage équilibré d'un apport carboné et d'un apport azoté. Et le mélange de ces deux matières, de ces deux apports, en présence d'oxygène, en présence d'un niveau de chaleur ambiant et en présence d'une certaine humidité qui est apportée par les biodéchets, va travailler. Les biodéchets vont se dégrader, vont former une pourriture naturelle, qui vont produire des micro-organismes naturels qui vont être activés par ces conditions de chaleur et d'oxygène et ils vont commencer à dégrader la matière. Ils vont dégrader vos peaux d'orange, ils vont dégrader vos restes de table, vos trognons de pommes, et va aussi dégrader cette matière de la même façon. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la technologie permet de proposer un emballage qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au plastique qu'on connaît. On est tous de la génération plastique, mais il faut pouvoir imaginer que ce que vous avez devant vous, c'est beaucoup plus proche d'une peau d'orange ou d'une épluchure de pomme que de ce bon vieux plastique, ce bon vieux polyéthylène qu'on connaît tous. Et ça, c'est compliqué à intégrer parce que c'est une vraie rupture intellectuelle. Et de se dire que mettre ça dans mon compost, on a l'impression qu'on va mettre du plastique dans son compost. Il faut croire à la science, il faut pouvoir le tester soi-même. Moi, j'ai un compost à la maison, je le composte, je vois que ça fonctionne. Il faut croire les certificats, il faut croire les scientifiques. Il faut pouvoir dépasser ces vieux principes, ces vieux carcans qui nous enferment dans nos croyances d'avant. Parce qu'il faut changer. Parce qu'aujourd'hui, l'introduction que je vous ai faite, c'est le constat sur l'urgence du changement. Pourquoi on peut pas vivre dans un monde qui continue à se plastifier jour après jour de tonnes et de tonnes de plastique dont on ne sait plus quoi faire. La proposition aussi, c'est de se dire il faut pouvoir progressivement se sortir des ressources non renouvelables. Le plastique conventionnel, il utilise des énergies fossiles. OK. Est-ce que basculer 100% des ressources fossiles vers des ressources renouvelables, biosourcées, est la réponse? Pas forcément. Est-ce que le biopolyéthylène est pour moi une réponse? Pas forcément. On va sourcer le carbone par de l'origine végétale, mais on va continuer à proposer et à créer du polyéthylène. Est-ce que le polyéthylène va se biodégrader? Jamais. Ça reste du polyéthylène. Fait à partir de carbone végétal, certes, mais ça reste du polyéthylène. Donc c'est bien une double équation qu'il faut résoudre. L'origine de la matière, mais surtout pour nous, qui est un vrai sujet, et qu'on prend sérieusement et qu'on essaye de gérer avec un sourcing raisonné, sans OGM, d'amidon de maïs, de bagasse de canne à sucre, de cellulose de bois. Mais ce n'est pas l'unique problème. Il ne faut pas transférer un problème sur un autre. Il faut pouvoir utiliser la matière organique de façon raisonnée. Et pour nous, le vrai sujet du plastique, c'est bien sa fin de vie. Et donc c'est pour ça qu'il nous semble plus intéressant d'utiliser pour partie des ressources naturelles qu'on arrive à gérer de façon raisonnée et le compléter avec des ressources qui sont d'origine fossile. Mais on a tout à fait la capacité à proposer des polymères d'origine fossile qui sont 100% biodégradables et compostables. D'accord ? Ce n'est pas l'origine de votre carbone qui détermine son comportement en fin de vie. C'est la structure qui va soit former des polymères qui resteront de toute façon pas biodégradables et compostables, du polyéthylène, du polypropylène, ou alors on va former d'autres chaînes de polymères, et ces autres maillons, mis dans des conditions de compostage, tout aussi issus du fossile soit-il, ils auront la capacité à se biodégrader et le carbone allait se fixer dans le compost. Parce qu'évidemment, entre parenthèses, l'origine fossile, le pétrole, c'est une origine naturelle, qui est certes très vieille, d'accord, mais c'est des végétaux séquestrés dans le sol depuis des millions d'années. Donc il n'y a pas quelque chose d'artificiel. D'accord, le carbone issu du pétrole peut tout à fait être reconsidéré dans le compost végétal. Donc l'origine naturelle, si vous avez des questions, vous les gardez et on fera une session de questions-réponses à la fin.
Ce qui est très intéressant dans la valeur du compost et le compostage, c'est qu'on est ancré dans le local. Pourquoi on est local quand on composte? Parce qu'on est low-tech. On n'a pas besoin d'usines, on n'a pas besoin de centres de traitement, on n'a pas besoin de choses très fortement sophistiquées pour pouvoir composter. On peut tous composter dans son jardin. Alors certes, il y a des centres de compostage dits industriels qui vont avoir vocation à gérer les tonnes et les tonnes de biodéchets qui vont être générés par les ménages, par les villes, par les industries agroalimentaires. Mais c'est aussi une industrie qui aura vocation à mailler les territoires partout, au plus proche des lieux de consommation. Pourquoi? Parce que les biodéchets, ça ne voyage pas. Et pourquoi ça ne voyage pas? Parce que ça ne se stocke pas. Essayez de garder une poubelle de biodéchets plus de 48 heures ou de 3 jours chez vous et vous allez voir vite comprendre pourquoi ça ne se stocke pas. Il faut pouvoir, c'est une matière qui est vivante, il faut pouvoir la traiter au plus près de son lieu de production. Et donc on croit vraiment à cette vertu de la capacité à traiter localement les emballages qu'on génère au lieu de sa consommation. Et le compostage propose cette solution-là dans la perspective de la fin de 2023, où je vous rappelle qu'à la fin de 2023, la loi française et la loi européenne prévoira l'obligation pour tous les ménages, tous dans nos cuisines, on sera obligé de traiter séparément les biodéchets qu'on va générer dans une poubelle à part et qui sera destinée à être traitée à part. Il sera interdit à partir du 1er janvier 2024 pour tous les producteurs de biodéchets à partir de 1 kg, donc tous les particuliers, de mélanger vos biodéchets dans votre poubelle ultime, puisqu'il est reconnu que cette matière organique, c'est une matière valorisable. Il n'y a pas de sens à aller envoyer à l'incinération ou à enfouir dans des décharges la matière organique qui est très riche de carbone et qui est très riche et dont on peut vraiment utiliser les ressources. Donc il faut pouvoir la traiter en tant que telle dans une filière de traitement qui est dédiée aux biodéchets et le compostage de proximité, le compostage industriel ou la méthanisation fait partie de ces solutions de traitement des biodéchets. Local, parce qu'effectivement, ça permet aussi de soutenir des collectivités, de soutenir une certaine forme d'emploi local et de partager aussi des ressources avec le monde agricole de proximité. On a la capacité à remettre au sol le compost qu'on a produit localement. Les sols. Les sols, je pense que c'est probablement le prochain grand scandale. On parle beaucoup des océans. Les océans sont très pollués, les microplastiques. Il faut juste savoir que les sols sont 4 fois plus pollués en plastique que les océans. On a du plastique partout dans les sols. D'accord ? Et ça, c'est un drame parce que ça assèche et ça appauvrit la fertilité des sols. Ici, on est dans le salon du bio. Je pense que toute la communauté chérit la terre, la capacité de la terre à produire des aliments de qualité. Pour avoir des aliments de qualité, ça passe par des sols de qualité. Et la grosse problématique, c'est que les sols sont appauvris et pollués, appauvris par l'usage massif de fertilisants chimiques qui préparent la production, mais la prochaine récolte, mais qui fondamentalement assèche et appauvrit la structure fondamentale des sols. D'accord ? Donc on prépare la récolte d'après, mais on ne traite pas le fond. Et pollué par la présence massive de tous ces déchets plastiques, ces microplastiques, qui, pour partie, proviennent du compost actuel. Parce que dans le compost actuel, on a beaucoup de plastique, on a beaucoup de microplastiques. Dans le compost actuel, il y a une partie des biodéchets qui visent la distribution, qui sont emballés, qui passent dans des centres de bioconditionnement. Les bioconditionnements, en fait, c'est censé séparer la fraction organique de la fraction emballage dans les grandes masses, d'accord ? Mais dans la soupe organique qui est récupérée et qui est amenée à être compostée ou méthanisée, il y a beaucoup de microplastiques qui restent. Et ces microplastiques survivent à tout le processus de traitement et on le retrouve dans les sols. Donc c'est un gros problème. Il faut absolument agir pour retrouver la richesse et la fertilité de nos sols. C'est un vrai enjeu sociétal, de civilisation, de nourriture et de qualité de la nourriture de nos sociétés. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez vu ce film ? Don't Look Up. D'accord ? C'était sur les changements climatiques. Attention, c'est la comète qui va nous tuer. En fait, ça c'est hyper intéressant comme métaphore parce que la comète qui vient du ciel, c'est hyper intéressant pour se dire il faut battre le système. Mais en fait, de plus en plus, maintenant, moi je suis persuadé que c'est pas tout à fait en haut qu'il faut regarder, mais c'est plutôt en bas.
On passe de don't look up à look down. Il faut regarder nos sols, regardons sous nos pieds, regardons ce qui se passe. Quelle est la structure de nos sols? Comment on traite nos sols? Comment on appauvrit nos sols? Comment on va enrichir nos sols? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la capacité à pouvoir prévenir à la source la génération de plastique qui va contaminer tout le flux et qui va arriver dans les sols, à pouvoir le supprimer totalement. Il faut pouvoir supprimer tous les plastiques qui sont non essentiels. Et quand vous avez besoin de plastique, quand vous avez besoin d'emballage, faites en sorte de pouvoir les remplacer par une matière qui est éco-compatible. Il ne faut pas laisser de traces dans l'environnement. À partir du moment où vous avez besoin d'emballage, repensons la nature de l'emballage, sa fonction, et repensons le juste matériau. Un matériau qui est capable de se biodégrader en conditions naturelles et en laissant zéro impact dans le sol est un matériau qui est éco-compatible, qui est capable de réintégrer l'environnement naturel sans laisser de traces, sans laisser d'impact, comme avant le plastique. Okay. Alors, vous représentez des marques, vous gérez des marques, vous avez travaillé dans des groupes de marques. Vous connaissez le développement durable, vous connaissez les 17 objectifs de développement durable. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui hyper connu. D'accord. Donc, en gros, si on veut faire un petit parallèle avec peut-être une blague que vous connaissez, c'est tout le monde veut changer. Ça, il n'y a pas une boîte qui n'a pas un responsable RSE, un directeur du développement durable, des objectifs annoncés sur les plaquettes, sur les rapports non financiers, qui, à un moment ou à un autre, plus ou moins détaillés, plus ou moins factuels, annoncent un changement inévitable de l'activité de notre entreprise, et en particulier en ce qui concerne les plastiques. Voilà, je ne connais pas une boîte qui, aujourd'hui, en 2022, n'a pas un sujet sur les plastiques. Ensuite, qui réellement amène le changement, qui est prêt au changement. Là, effectivement, on se rend compte que c'est compliqué parce qu'il faut revoir les modes de production. Cette matière, est-ce qu'elle passe sur mes machines? Est-ce qu'elle est conforme à ce que recommandent les grands acteurs de l'économie circulaire? Et voilà, nous, on a un petit peu de difficulté à faire entendre notre voix chez des acteurs comme les éco-organismes, que vous connaissez bien, Citeo, pour ne pas le nommer, qui effectivement a un petit peu de mal à sortir du modèle historique du tout recyclage, continue à prôner le tout recyclage, et un petit peu fermé à des idées innovantes comme d'autres technologies. Et pourtant, c'est les premiers à constater certains impasses dans lesquels ils sont concernant les plastiques, mais pour autant, voilà, vous rappelez Aladdin, ça va changer, croyez à l'innovation, le recyclage mécanique, le recyclage chimique, le recyclage infini va tout solutionner. Les impasses d'aujourd'hui qu'on a constatées depuis 30 ans, qu'existe l'éco-organisme, en 2025, soit dans 3 ans, tout sera solutionné. On va passer de 30% de plastique recyclé à peut-être 35, 40, même si on double la performance. Allez, soyons fous, croyons à l'innovation, croyons à la mise en mouvement, même si on passe à 60% de plastique recyclé en 2025, ce qui fait doubler la performance, qu'advient-il des 40% restants? Quelle est la solution? Comment on envisage ça? Est-ce que l'ambition, ce n'est pas de traiter 100% de la matière? Donc il faut pouvoir apporter des solutions complémentaires, encore une fois, qui ne s'opposent pas à ce qui fonctionne, mais il faut pousser les autres aussi. Il ne faut pas rester enfermé dans des schémas historiques. Et du coup, au final, qui c'est qui veut vraiment être acteur du changement et tester et avoir l'audace et prendre le risque de changer? Les nombreuses personnes qui sont en face de moi aujourd'hui. Bravo. En général, pas grand monde. Voilà. La conduite du changement, c'est hyper intéressant à gérer dans toutes les organisations. Et en ce qui concerne les emballages aussi. Ce qu'il faut concevoir, et le message fondamental en ce qui concerne l'innovation, c'est accepter l'imperfection. Okay. On ne va jamais rattraper, on aura toujours 50 ans de retard sur le plastique conventionnel. C'est un fait. Ils sont partout, ils sont abondants, ils sont hyper puissants, hyper organisés. Ils ont des lobbies à l'Assemblée nationale, à la Commission européenne, partout. Donc eux, effectivement, contrôlent le marché et essayent effectivement de promettre un monde meilleur avec ce qu'ils essayent de garder. L'innovation complémentaire, elle est différente, mais évidemment, on ne peut pas tout de suite à la fois être aussi performant qu'eux, aussi peu cher qu'eux, aussi voilà, tout pareil qu'eux,
et nous demander d'être totalement traités, compostés sur 100% du territoire, alors qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont recyclés qu'à 30%. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir. On a besoin d'acteurs engagés, de montrer le changement et de s'engager vers le changement et la chaîne de réussite. Alors, concrètement, 2-3 pistes de solutions. Les solutions, c'est cette nouvelle technologie que vous voyez. C'est des films qui sont soit en film monocouche qui permettent des applications de surgelés de fruits. Bon, la loi française est passée par là, en tout cas pour la partie fruits et légumes. On est face à une incompréhension de la filière sur ce que veut dire vraiment la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Si on emballe des fruits et légumes, en général, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pour augmenter la durée de vie, c'est pour répondre à un certain nombre d'obligations. Il n'est pas tout le temps nécessaire d'emballer des fruits et légumes, mais parlez aux représentants de la filière que vous pouvez croiser sur le salon. L'obligation unilatérale qui a été faite de stopper les plastiques, mais tous les plastiques qui ont une fin de vie compostable, capables de s'intégrer dans l'environnement comme les plastiques compostables, sont considérés comme des plastiques. Parce que la définition d'un plastique, selon la loi, c'est tout polymère modifié. Donc on se focalise sur l'origine de la matière, alors que le vrai sujet, c'est la fin de vie. D'accord ? Et voilà, l'esprit de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est un petit peu dévoué. On propose aussi pour toute l'épicerie sèche. Le vrai sujet, c'est de proposer un film qui a des propriétés barrières, d'accord, qui va empêcher l'oxydation de vos produits et qui va les protéger de la vapeur d'eau pour justement cristalliser l'intérieur. Et donc ça, c'est assez compliqué à obtenir, tout en ayant une certification en compostage domestique, ce que la loi AGEC a aussi imposé en France pour pouvoir participer et pour pouvoir revendiquer une allégation de compostabilité sur un emballage. Il faut pouvoir satisfaire à la norme de compostage la plus exigeante, qui est celle du compostage domestique. D'accord ? La norme française, NFT 51800. Et ça, c'est très difficile. On a réussi à proposer ce type d'emballage, qui est un emballage complexe, aussi performant qu'un emballage classique de polyéthylène ou d'emballage multicouche que vous utilisez pour protéger vos fruits secs ou vos différentes graines, tout en étant totalement conforme à la norme de compostabilité OK Home Compost, compostage domestique. Ça, c'est une petite révolution technologique qui permet d'envisager des applications un peu différentes. On a aussi des applications qui sont en ultra haute barrière, avec un film métallisé que vous voyez au milieu, qui n'est pas du métal, c'est un effet aluminisé, c'est l'oxyde d'aluminium, donc qui propose une ultra haute barrière et qui est totalement compatible pour retourner au sol, parce que c'est un minerai qu'on trouve à l'état naturel. Et puis ce qu'on est en cours en train de développer, c'est des applications qui sont totalement opaques, avec un extérieur craft, qui permet d'avoir le craft, mais un vrai emballage craft sans plastique à l'intérieur. Tous les emballages craft que vous avez aujourd'hui, forcément, il y a une couche intérieure de polyéthylène, il y a une couche intérieure de plastique. Ce n'est pas possible d'avoir que du craft et d'être barrière. D'accord ? Donc, soyez curieux, si vraiment ça vous intéresse. Soit vous le savez et vous acceptez les limites et c'est très bien, soit vous ne le savez pas, posez des questions, de savoir est-ce que vraiment cet emballage-là, de quoi il est constitué ? Parce que la réalité d'un emballage craft tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est qu'on recycle ni l'un ni l'autre. On recycle ni le papier, ni le plastique à l'intérieur. D'accord ? Parce que c'est très difficile de les séparer et il n'y a pas assez de matière de qualité pour recycler l'un ou l'autre. En général, comme la couche supérieure, c'est du craft, en centre de tri, il est détecté comme papier, donc il est orienté filière papier-carton, mais il n'y a pas un pulpeur, il n'y a pas un recycleur de papier qui va vous le prendre réellement, parce qu'en fait, ça lui demande tellement d'énergie pour aller séparer la couche craft de la couche PE, que le résidu qu'il a, c'est très peu de matière fibreuse, beaucoup de matière de plastique, dont il va avoir à sa charge de se débarrasser et d'aller envoyer en centre d'incinération. Donc ça, bon, c'est la couche de vernis craft qui fait pas le job jusqu'au bout. Donc l'enjeu, c'est de se dire comment on peut arriver à garder la couche craft et à proposer une couche intérieure qui soit elle-même compostable et qui puisse être biodégradable et compostable comme la couche papier pour avoir une vraie proposition de valeur
qui soit enfin totalement à la hauteur des attentes. Alors, ce qui est hyper important pour nous, évidemment, quand on parle d'emballage compostable, ça n'a de valeur que si l'emballage il est composté. Okay. C'est le gros sujet. C'est comme quand on oppose au plastique recyclable le fait qu'il ne soit pas recyclé. Donc évidemment, pour nous, et pour moi en particulier, qui m'occupe de ces sujets-là pour TIPA en Europe et pour la France, le gros sujet du moment, c'est de travailler sur des boucles circulaires. Travailler avec les acteurs, avec les marques pour lesquelles on est déjà en marché. Trouver leur point d'exutoire. Est-ce que les emballages ils vont chez les particuliers? Est-ce que les emballages, c'est des emballages B2B qui sont massifiés dans un centre logistique, qui sont massifiés dans des hôtels, dans des restaurants, dans des cantines, dans des centres de restauration collective. Trouver en fait le partenariat avec les entreprises qui gèrent les déchets aujourd'hui, qui gèrent des biodéchets, établir les passerelles, la confiance, les tests, la documentation scientifique qui attestent que nos emballages sont certifiés et vont pouvoir être traités avec les biodéchets dans les exutoires, dans les centres de traitement de compostage industriel ou domestique les plus près, et effectivement attester la bonne compostabilité du compost produit avec des analyses et des tests de contrôle qui certifient que le compost produit est aussi bon que le compost produit sans emballage. Donc ça, c'est le gros sujet en France. On travaille avec AgroParisTech dans le cadre de la chaire COPAC qui agrège différents acteurs, des metteurs en marché, le SICTOM à Paris qui est le syndicat de gestion des ordures ménagères, des chercheurs, les universitaires en pointe sur les biotechnologies et les biomatériaux pour justement faire des tests. Et c'est quelque chose qui va démarrer à la fin du mois de septembre dans un centre de compostage industriel dans le 34, dans l'Hérault. On travaille aussi, et là, on voit une certaine approche différente de celui du gouvernement français. On traverse la Manche, on va au UK, et au UK, le gouvernement a financé à la hauteur de 1,2 million de livres la coalition des acteurs du compostable, que TIPA a le plaisir de l'idée en termes d'acteurs techniques, pour justement pouvoir valider toutes les conditions réelles d'utilisation d'emballages compostables pour une partie des emballages du quotidien. À aucun moment, la volonté, l'ambition des acteurs de l'emballage compostable, c'est de remplacer tous les plastiques par des plastiques compostables. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Et si je dois me répéter, la première action, quand il s'agit du plastique, c'est de se dire, est-ce que je peux le supprimer? Est-ce que je peux m'en passer complètement? Est-ce que je peux le réutiliser? Vous vous rappelez les règles des 5 R. Qu'est-ce que je peux réduire? Qu'est-ce que je peux supprimer? Qu'est-ce que je peux réutiliser? Okay, on arrive déjà à faire un peu de boulot. On n'arrivera pas à tout régler comme ça. Donc on arrive au niveau où je dois utiliser un emballage pour protéger, pour aller en usage unique. Et là se pose la question de la matière, et il fait sens de pouvoir intégrer dans le cycle économique et de traitement de la valeur cette technologie d'emballage compostable. Mais il faut pouvoir bien le gérer. Tout seul, on ne peut rien faire. On est obligé effectivement de l'harmoniser et de trouver les passerelles entre les acteurs du compostage, entre les acteurs scientifiques, entre les acteurs de l'industrie et les différents clients, pour que tout ça, ça fonctionne. D'accord ? On est dans un système où individuellement, chaque maillon existe et fonctionne. L'enjeu, c'est de les mettre ensemble. D'accord ? Et trouver la communication, l'approche grand public qui explique cette boucle circulaire, qui donne confiance et qui permettent effectivement de trouver des solutions là où aujourd'hui il n'y en a pas. Ça, c'est ce qui se passe au UK. Et juste pour vous donner aussi, nous, on est une entreprise mondiale. On est présent en Europe, aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande. Et c'est aussi le genre de collaboration qu'on a avec certains nombres d'entités comme le US Composting Council. On est aussi présent avec l'Institut de biodégradation australien pour mener un certain nombre d'opérations. Et CRE, qui est un institut très en avance et très à la pointe en Irlande, qui est certainement un des pays les plus en avance sur la gestion des biodéchets et des emballages compostables avec l'Italie. En France, il faut pouvoir avancer, mais il faut pouvoir effectivement promouvoir une innovation qui existe et qui doit trouver sa place.
J'en ai fini. L'idée, c'est de continuer les discussions si vous avez des questions maintenant ou de venir nous voir sur le stand J64 pour pouvoir réaliser. Et comme vous avez eu le courage de rester jusqu'à maintenant, vous êtes bienvenus pour prendre chacun un petit échantillon de ces nouvelles technologies de deuil pack compostable en home compost avec les fruits secs de votre choix, noix de cajou, amandes ou je sais plus comment ça, ou celle-ci là, je sais plus comment ça s'appelle. Pistache, pardon, il y avait un trou. Voilà. Merci de votre attention, merci d'être resté jusqu'à la fin.